Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. L'enfant qui en savait trop. Au début, ses parents pensaient simplement qu'il s'agissait d'un jeu, une de ces histoires imaginaires que les enfants inventent sans vraiment comprendre la frontière entre le réel et l'imaginaire. Leur fille, encore très jeune, parlait parfois d'une autre maman avec un naturel troublant, comme si cela faisait partie de sa vie normale, décrivant une autre maison, une autre chambre, d'autres habitudes. Il souriait en l'écoutant, trouvant cela attendrissant, sans y accorder plus d'importance. Jusqu'au jour où les détails commencèrent à devenir trop précis pour être ignorés. Car elle ne se contentait plus d'inventer vaguement, elle donnait des noms, des descriptions, des lieux, parlant d'une rue qu'il ne connaissait pas, d'une maison avec des escaliers en bois et une porte rouge, d'un chien dont elle connaissait même le nom. Et chaque fois qu'il lui demandait comment elle savait tout cela, elle répondait simplement que c'était avant comme une évidence. Un léger malaise s'installa chez ses parents. Un doute qu'il tentait pourtant de repousser, se convainquant qu'elle avait peut-être vu quelque chose à la télévision, entendu une conversation, ou simplement laissé son imagination construire une histoire plus complexe que d'habitude. Mais ce raisonnement commença à s'effondrer le jour, où presque par curiosité plus que par conviction, ils décidèrent de vérifier certains des éléments qu'elle avait donnés. Ils cherchèrent le nom de la rue qu'elle répétait souvent. Et contre toute attente, cette rue existait réellement, située dans une ville à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux, un endroit où ils n'avaient jamais été. Leur curiosité se transforma alors en inquiétude. Ils allèrent plus loin, recoupèrent les informations. Jusqu'à découvrir qu'à cette adresse précise se trouvait bien une maison correspondant exactement à la description de leur fille, avec cette fameuse porte rouge et ses escaliers en bois. À ce stade, l'idée d'une simple coïncidence devenait difficile à soutenir. Mais ce qui rendit la situation véritablement troublante, presque insupportable à ignorer, ce fut la suite de leurs recherches. En cherchant les anciens occupants de cette maison, ils apprirent qu'une famille y vivait autrefois. Une famille dont la petite fille, du même âge que la leur, portant le même prénom, était décédée quelques années plus tôt dans des circonstances tragiques. Le cœur serré, ils montrèrent une photo de cet enfant à leur fille, sans lui donner d'explication. Et celle-ci réagit immédiatement, sans la moindre hésitation. Elle dit simplement que c'était elle, que c'était comme ça qu'elle était avant. Une certitude déconcertante. Sans peur, sans confusion comme si elle énonçait une vérité évidente. À partir de ce moment-là, leurs tentatives pour rationaliser ce qu'ils vivaient devinrent de plus en plus fragiles. Car les coïncidences s'accumulaient au point de ne plus vraiment en être. Laissant place à une question dérangeante qu'ils n'osaient presque pas formuler. Comment une enfant pouvait-elle connaître autant de détails sur une vie qu'elle n'avait jamais vécue et surtout pourquoi en parlait-elle avec une telle simplicité? Comme si, quelque part, une partie d'elle se souvenait encore de quelque chose qui n'aurait jamais dû lui appartenir. La photo du futur. C'était une journée parfaitement normale, douce et sans histoire, le genre de moment simple que l'on ne pense même pas à retenir, et pourtant c'est précisément ce jour-là que quelque chose d'impossible s'est produit. Alors qu'elle était dans le jardin avec sa fille, profitant du calme de l'après-midi, observant la lumière traverser les arbres et dessiner des ombres mouvantes sur l'herbe, elle sortit son téléphone presque machinalement pour prendre une photo, capturant l'instant sans y réfléchir. Sa fille était debout près de la clôture, souriante, les cheveux légèrement soulevés par le vent. Un cliché banal, presque anodin, qu'elle rangea aussitôt sans même le regarder vraiment. Puis la journée continua normalement, entre tâches quotidiennes et petites routines, jusqu'au soir, où assise dans son salon, elle parcourut distraitement sa galerie, revenant sur les images prises plus tôt et c'est là que tout bascula. En ouvrant la photo, elle remarqua immédiatement quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver, une silhouette, floue mais distincte, debout derrière la clôture, à quelques mètres de sa fille, immobile, presque trop immobile. En zoomant lentement, le cœur commençant à battre plus vite sans qu'elle sache encore pourquoi, les détails apparurent progressivement, les contours d'un visage, la posture, les vêtements.
Et une sensation glaciale lui traversa le corps lorsqu'elle comprit car l'homme sur la photo était son mari. Sans aucun doute possible, reconnaissable malgré la distance, malgré le flou. Et pourtant cela n'avait aucun sens, absolument aucun, puisqu'à accent grave ce moment précis de la journée il était encore au travail, à plusieurs kilomètres de là, ce qu'elle pouvait confirmer sans hésitation. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, presque insupportable à accepter, c'est qu'il portait sur la photo des vêtements qu'il n'avait pas ce jour-là. Une tenue différente, qu'elle ne lui avait jamais vue jusque-là, comme si l'image ne capturait pas seulement un instant présent mais quelque chose d'autre, quelque chose de décalé. Lorsqu'il rentra plus tard dans la soirée, elle lui montra immédiatement la photo, tentant de garder une voix calme malgré le trouble évident qui la gagnait. Et lui, après avoir regardé quelques secondes, resta silencieux, visiblement déstabilisé lui aussi, car il se reconnaissait parfaitement. Mais il affirma sans hésiter qu'il n'avait jamais été dans ce jardin à ce moment-là, que c'était impossible, qu'il travaillait encore. Ils restèrent tous les deux à fixer l'image, incapables de trouver une explication logique. Jusqu'à ce que le lendemain, sans même y penser au début, il enfile une tenue pour sortir, une tenue qui la fit immédiatement se figer. Car c'était exactement celle que portait la silhouette sur la photo, chaque détail correspondait parfaitement. Et à cet instant précis, une peur sourde s'installa. Une peur difficile à expliquer. Car la question n'était plus seulement de savoir comment il pouvait apparaître sur une image prise en son absence, mais plutôt pourquoi cette image semblait avoir capturé quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Comme si, pendant une fraction de seconde, la réalité avait laissé passer une information qui n'aurait jamais dû être visible. Et depuis ce jour, malgré toutes les tentatives pour rationaliser, pour trouver une explication, pour réduire l'événement à une simple coïncidence ou à une erreur technique, une idée persistait dans son esprit, une idée dérangeante, impossible à ignorer. Que cette photo n'était pas seulement un souvenir du passé mais peut-être un fragment du futur qui avait trouvé un moyen inexplicable d'apparaître trop tôt. Ce médecin n'existe pas. Ma mère avait tous ses rendez-vous chez le gynécologue d'un cabinet du centre-ville d'Austin. Il était situé au 5e étage de l'hôpital et avait une infirmière réceptionniste de longue date nommée Allison. Je me souviens d'y aller quand j'étais petite. Ma mère s'amusait à trouver le cabinet et à patienter dans la salle d'attente, décorée de couleurs vives sur le thème de la forêt. Allison était une femme adorable qui faisait un peu office de nounou pour nous, les enfants. Elle nous lisait des histoires, nous donnait des cahiers de coloriage, et de temps en temps, écoutait même nos blagues nulles. On l'appelait tous Allison le pays des merveilles. Bref, des années plus tard, je me suis marié et je suis tombée enceinte. Comme j'étais revenu vivre à Austin peu de temps auparavant, j'ai commencé à chercher un gynécologue obstétricien. Ma mère m'a suggéré de vérifier si le médecin qui était très jeune à ma naissance exerçait toujours. N'ayant pas trouvé son nom dans l'annuaire de l'hôpital, je me suis dit que j'allais passer au bureau pour vérifier. Ma mère était justement en ville, elle avait déménagé il y a des années, et m'a accompagné. On a plaisanté en disant que la situation nous semblait étrangement familière, mais que les rôles étaient inversés. Arrivés aux escaliers, nous avons rencontré un problème. Il n'y avait pas de 5e étage dans cet immeuble de bureaux hospitaliers. Nous avions dû nous tromper. Nous savions qu'il était au dernier étage, donc ça devait être le 4e. Eh bien non, il n'y était pas. On a cru s'être trompé d'immeuble. Sauf qu'on s'est garé dans le même parking qu'il y a 20 ans et qu'on a emprunté le même chemin. Ce médecin n'existe pas. Apparemment, il n'a jamais existé. Ma mère, mon frère et moi sommes les seuls à nous souvenir de lui et d'Allison Wonderland. Nous avons mené l'enquête, y compris auprès du personnel hospitalier. Nous avons même consulté nos actes de naissance, des copies récentes où figure simplement la mention « médecin traitant ». Un de mes souvenirs d'enfance est donc faux, mais je le partage avec mon frère et ma mère. L'avion qui atterrit dans le passé. Le vol était au départ parfaitement banal, une traversée comme il en avait fait des dizaines, avec un ciel dégagé, des instruments stables et cette routine rassurante que seuls les pilotes expérimentés connaissent vraiment. Celle où chaque geste devient presque automatique. Chaque vérification s'enchaîne sans effort, rien ne laissait présager que quelque chose d'anormal puisse se produire.
Jusqu'au moment précis où, sans avertissement, une masse sombre commença à se former devant lui, une tempête qui n'apparaissait sur aucun radar quelques secondes plus tôt, mais qui s'étendait désormais à une vitesse impossible, avalant littéralement le ciel autour de lui. Avant même qu'il puisse modifier sa trajectoire, l'appareil fut englouti dans des turbulences d'une violence extrême, secoué dans tous les sens comme si une force invisible tentait de le désintégrer. Les instruments commencèrent à dysfonctionner les uns après les autres. Les aiguilles tremblaient de manière incohérente, les écrans clignotaient, les communications radio se transformaient en un bruit statique incompréhensible. Pendant ce qui lui sembla être une éternité, il lutta pour garder le contrôle, les mains crispées sur les commandes, le cœur battant à une vitesse folle, persuadé qu'il vivait ses derniers instants, puis brutalement, tout s'arrêta. Le silence tomba d'un coup, plus de turbulence. Plus de bruit, plus rien. Déconcerté, il reprit difficilement ses repères, vérifiant les instruments qui semblaient fonctionner de nouveau normalement. En levant les yeux vers l'extérieur, ce qu'il vit ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Le ciel n'avait plus la même teinte, la lumière était différente, plus terne, presque irréelle. Surtout, en regardant vers le sol, il aperçut des avions, mais pas des avions modernes. Des appareils anciens, aux formes rudimentaires, volant à des altitudes incohérentes, comme sortis d'une autre époque. Le paysage lui-même semblait figé dans le passé, sans les infrastructures modernes qu'il était censé survoler. La confusion, un mélange de peur et d'incompréhension, était si intense qu'il en oublia presque les procédures. Quelques instants plus tard, une nouvelle secousse traversa l'appareil, brève mais violente, suivie immédiatement par le retour du monde tel qu'il le connaissait. Le ciel redevenait normal. Les instruments étaient stables, les communications rétablies comme si rien ne s'était produit. En atterrissant, encore sous le choc, il tenta de signaler l'incident. Il expliqua la tempête, les dysfonctionnements, et surtout ce qu'il avait vu. Les contrôleurs lui répondirent qu'à aucun moment son avion n'avait été détecté dans une zone de turbulence. Pire encore, il avait disparu des radars pendant plusieurs minutes, un trou inexplicable dans les enregistrements. En vérifiant les données de vol, il découvrit quelque chose de plus troublant encore. Une anomalie enregistrée par les instruments. Une séquence incohérente qui ne correspondait à aucun phénomène connu. Comme si, pendant ce court laps de temps, l'appareil avait traversé quelque chose qui ne faisait pas partie du monde normal. Malgré toutes les analyses, toutes les tentatives d'explication, une seule idée persistait dans son esprit. Une idée qu'il n'osait partager qu'à demi-mot. Pendant quelques instants, il n'avait pas seulement perdu le contrôle de son avion, mais il avait peut-être traversé une faille, un passage invisible, qu'il avait brièvement projeté dans un autre temps avant de le ramener sans laisser de traces. Le sanctuaire. J'ai pratiqué le taekwondo pendant 10 ans, et mon entraîneur organisait chaque été un pique-nique avec à manger pour tout le monde et des jeux pour les enfants. Une année, le pique-nique avait lieu sous un pavillon dans une réserve forestière. Mon ami et moi nous ennuyions, nous avions 12 ans, les jeux nous lassaient, mais nous n'étions pas assez cool pour traîner avec les ados, alors nous avons décidé de suivre un petit sentier qui s'enfonçait dans les bois. Le sentier arrivait à plusieurs carrefours, mais nous avons décidé de ne pas nous séparer, au cas où l'un de nous se perdrait. Nous avons même laissé des bâtons en forme de flèche à chaque carrefour, au cas où. Nous avons marché pendant ce qui nous a semblé des heures, finissant par traverser plusieurs chemins qui coupaient les bois, et à un moment donné, nous sommes passés devant ce qui ressemblait à une ancienne usine ou un moulin. Après avoir longé un ruisseau, en sueur et couvert de piqûres de moustiques, nous sommes arrivés à de vieux murs de pierre en ruine et à une structure ouverte en forme de demi-dôme, ornée de carreaux colorés qui ressemblaient à l'autel d'une église. Nous étions fascinés. J'étais absolument persuadé que nous venions de découvrir les ruines d'une vieille église que personne n'avait jamais trouvée. Il y avait des inscriptions latines sur les côtés et des mosaïques très usées représentant le globe terrestre, une lampe, un phare et une étoile aux rayons lumineux, génial, non? Cependant, mon ami et moi avons réalisé que nos parents devaient être très inquiets, car nous n'avions prévenu personne de notre exploration des bois. Nous sommes retournés au pavillon aussi vite que possible, en suivant nos petites marques, et nous sommes sortis de la forêt pour trouver ma mère au téléphone, sa mère à côté.
Elles étaient visiblement très soulagées de nous voir, mais aussi très contrariées que nous soyons partis sans prévenir. Plus tard dans la soirée, une fois calmée, j'ai raconté à ma mère notre découverte des ruines. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais elle a trouvé ça intéressant. 5 ans plus tard, me voilà au lycée. Mes amis et moi profitons de l'été en sirotant des cafés glacés et en explorant le centre-ville. Un de mes bons amis m'a proposé d'aller au sanctuaire. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, alors il m'a dit. C'est un petit sanctuaire catholique délabré, perdu dans les bois derrière l'ancien bâtiment administratif. J'ai tout de suite pensé aux ruines et j'ai eu un peu peur, mais il fallait absolument que j'y aille. Mes amis et moi avons sauté une clôture et marché une dizaine de minutes dans les bois derrière le bâtiment administratif et là, bingo, les ruines étaient là. Elles étaient exactement comme dans mes souvenirs, juste à côté d'un ruisseau, le même que celui que mon ami et moi avions suivi pour y arriver des années auparavant. J'ai raconté l'histoire à mes amis, et ils étaient perplexes. Ils m'ont dit qu'il était impossible de traverser directement les bois pour atteindre le sanctuaire, car il se trouvait dans un minuscule coin de forêt bordé d'un côté par le bâtiment administratif, de l'autre par un quartier résidentiel et du dernier côté par la rivière. Ils m'ont même emmené au bord du sentier derrière ce quartier pour me le montrer. Je ne les croyais pas, alors une fois rentré chez moi, j'ai consulté Google Maps pour faire des recherches. Premièrement, la ville où se trouvait la réserve forestière est bien voisine de ma ville natale, mais du côté opposé à la mienne. Deuxièmement, mes amis avaient raison. Le coin de forêt abritant le sanctuaire dans ma ville natale était complètement encerclé par la rivière, le bâtiment administratif et le quartier résidentiel. Il était impossible de sortir du pavillon, de pénétrer dans la réserve forestière et de se retrouver à l'endroit précis où se trouvait le sanctuaire en marchant simplement 1 heure ou 2 dans les bois. Il m'arrive encore d'aller visiter le sanctuaire quand je suis chez moi. C'est un endroit génial, et il est toujours aussi beau. Je n'ai pas encore parlé de ma découverte à mon ami de taekwondo, car nous nous sommes éloignés environ 1 an après, peut-être devrais-je le faire. En bref, un sanctuaire apparaît dans les bois, puis réapparaît des années plus tard dans un lieu impossible. La porte vers ailleurs. Il vivait dans cet appartement depuis plus d'1 an, un petit logement sans charme particulier mais qu'il connaissait dans les moindres détails, chaque mur, chaque coin, chaque défaut, au point de pouvoir s'y déplacer dans le noir sans jamais hésiter. Et c'est précisément pour cette raison que ce qu'il découvrit ce soir-là n'aurait jamais dû être possible. En rentrant chez lui après une journée parfaitement ordinaire, en posant ses clés comme d'habitude sur le meuble de l'entrée et en levant les yeux presque par automatisme, il remarqua quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant, une porte. Une simple porte en bois sombre, encastrée dans le mur du couloir, à l'endroit exact où il n'y avait normalement rien d'autre qu'une surface blanche parfaitement lisse. Pendant quelques secondes il resta immobile, persuadé qu'il s'agissait d'une erreur, d'un détail qu'il n'avait jamais remarqué, ou d'un jeu de lumière trompeur. Mais plus il la regardait, plus elle devenait réelle, tangible, indéniable, avec une poignée métallique légèrement usée et un cadre parfaitement intégré au mur, comme si elle avait toujours fait partie de l'appartement. Malgré une hésitation instinctive, une sorte de peur irrationnelle qui lui nouait l'estomac sans qu'il puisse l'expliquer, il s'approcha lentement, tendit la main vers la poignée froide, et ouvrit la porte. Derrière, il ne trouva pas une pièce normale, ni un placard, ni un espace quelconque correspondant à la structure logique du bâtiment, mais un long couloir plongé dans une pénombre étrange. Un couloir qui semblait s'étendre bien au-delà de ce qui aurait été physiquement possible, avec des murs étroits et une lumière faible venant de nulle part, comme si l'endroit n'avait pas de source lumineuse identifiable. L'air qui en sortait était différent, plus lourd, plus froid. Chargé d'une odeur qu'il ne parvenait pas à reconnaître mais qui lui donnait immédiatement envie de reculer. Pourtant il resta là quelques instants, figé, essayant de comprendre, de rationaliser, de trouver une explication logique à ce qu'il voyait, se disant qu'il existait peut-être une partie du bâtiment qu'il ignorait, un ancien passage, quelque chose de caché. Mais au fond de lui il savait que ce qu'il avait devant les yeux ne correspondait à rien de réel. Rien de normal. Et c'est cette certitude silencieuse qui finit par le faire reculer, refermant la porte presque brusquement, comme si la laisser ouverte était une erreur. Le cœur battant, il attrapa son téléphone et appela un ami, parlant vite,
confusément, tentant d'expliquer ce qu'il venait de voir. Lorsque son ami arriva quelques minutes plus tard, légèrement amusé au début, pensant à une mauvaise blague ou à une exagération, ils se dirigèrent ensemble vers le couloir. Et là, la porte était toujours là, exactement au même endroit. Dans un silence tendu, ils échangèrent un regard avant qu'ils ne saisissent de nouveau la poignée et n'ouvrent lentement, mais cette fois, il n'y avait plus rien. Derrière la porte se trouvait simplement un mur. Un mur banal, solide, sans profondeur, comme si l'espace qu'il avait vu quelques minutes plus tôt n'avait jamais existé, comme si le couloir n'avait été qu'une illusion impossible. Les jours suivants, la situation devint encore plus troublante. Car la porte elle-même finit par disparaître, laissant à sa place le même mur blanc qu'avant, parfaitement lisse, sans la moindre trace de cadre, de poignée ou d'ouverture. Et malgré toutes les tentatives pour comprendre, pour expliquer, pour rationaliser, une chose resta gravée dans son esprit. Une sensation persistante, presque physique, qu'à cet endroit précis, pendant un court instant, une ouverture avait existé. Une ouverture vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui n'aurait jamais dû être accessible et qui s'était refermé sans laisser la moindre preuve. Pourquoi les gens nous regardent comme ça ? Vers l'âge de 17 ans, mon ami et moi étions des habitués du centre commercial. Mais un jour en particulier reste gravé dans ma mémoire, des années plus tard. C'était en fin d'après-midi et les lumières étaient à moitié éteintes, chose que nous n'avions jamais vue. Le centre commercial semblait pourtant ouvert, même si au moins un tiers des boutiques étaient fermées et vides. Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi, il n'y avait ni jour férié ni autre raison apparente. C'était inhabituel, mais pas au point d'être inexplicable. Peut-être y avait-il une panne de courant, ou des travaux de maintenance. L'atmosphère était étrange, en tout cas. La faible luminosité, le soleil couchant, ce lieu si familier, si lumineux et animé, était maintenant plus sombre et plus silencieux. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'était le regard des autres personnes présentes. Il y avait moins de monde que d'habitude, mais presque tous ceux que nous croisions nous observaient. Leurs yeux nous suivaient et les gens nous dévisageaient ouvertement, sans expression. Pas le genre de regard qu'on lance à un passant. On aurait dit qu'ils étaient surpris de nous voir là, et leur regard nous suivait bien au-delà des limites de la bienséance. On l'a remarqué tout de suite, et au début, on s'est senti comme des célébrités. On savourait l'instant, persuadé d'être vraiment beau ce jour-là. Mais on ne portait rien de particulier pour attirer autant l'attention. On vérifiait sans cesse, on se regardait dans le miroir, pour s'assurer qu'on n'avait rien sur le visage ou quoi que ce soit qui puisse attirer l'attention, et on n'avait rien. Pourtant, ça a continué. Je me souviens que nous avons tous les deux vu deux parents avec un jeune enfant dans une poussette nous regarder en même temps alors que nous passions. Et c'est là que nous nous sommes dit, bon, ça devient bizarre, pourquoi les gens nous regardent comme ça ? Nous avons essayé de l'ignorer, mais environ 85% des personnes que nous croisions nous remarquaient. Des personnes de tous horizons. Des personnes âgées, des enfants, d'autres adolescents que nous ne connaissions pas, des vendeurs et d'autres clients lorsque nous entrions dans un magasin, des personnes attablées à d'autres tables dans l'aire de restauration. On s'est dit que c'était peut-être parce qu'il y avait moins de monde. On a commencé à observer si les gens fixaient tous les passants, mais on n'a vu personne regarder qui que ce soit de cette façon. Au contraire, on surprenait des gens qui nous dévisageaient à une douzaine de mètres, sans prêter attention aux autres passants. Je me souviens de gens qui mangeaient des bretzels sur un banc et qui s'arrêtaient net en nous voyant. Ils nous regardaient nous approcher, nous suivre du regard tandis que nous passions, et même jeter un coup d'œil par-dessus notre épaule pour nous voir nous observer quand nous nous éloignions. On se serait cru dans l'invasion des profanateurs de sépultures. Ce n'était pas de la méchanceté, de l'agacement ou de l'intimidation à proprement parler, mais ce n'était pas non plus de l'amusement, de l'attirance ou de la curiosité, ce n'étaient pas des regards amicaux. C'était gênant, comme si on n'était pas à notre place et que tout le monde le savait. Normalement, on passait des heures, voire la journée entière, au centre commercial, mais on a à peine tenu 45 minutes avant d'appeler mon père pour qu'il vienne nous chercher, à sa grande surprise. Et il l'a remarqué lui aussi en arrivant, on a eu très peur, mais le week-end suivant, tout était normal et on n'a plus jamais rien vécu de tel. Tous les passagers avaient l'air morts.
Si je vous racontais ce que j'ai vu hier soir, vous ne me croiriez pas. C'est incroyable. Alors voilà, je suis allé faire la lessive vers 2 heures du matin avec mon fils aîné. Après avoir mis le linge en machine, nous sommes allés au drive du McDonald's pour prendre quelque chose à boire. Il y avait une file d'attente interminable, 5 ou 6 voitures devant nous. J'ai remarqué qu'aucune voiture n'avançait et que nous attendions depuis au moins 5 minutes. J'ai donc décidé de contourner la voiture qui me précédait pour me mettre dans la file suivante, le McDonald's à 2 files. En les dépassant, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de leur voiture pour voir pourquoi ils n'avançaient pas, et je vous jure, les 2 occupants, le conducteur et le passager avaient l'air morts. La tête renversée en arrière, les yeux fermés, immobiles, morts. J'ai paniqué et j'ai essayé de sortir du drive en contournant les autres voitures pour m'enfuir. Et dans la voiture suivante, tous les passagers avaient l'air morts eux aussi. Les têtes renversées en arrière, les yeux fermés. J'ai paniqué, pensant qu'ils avaient peut-être tous été abattus ou tués. Alors j'ai accéléré à fond et je me suis barré. Mon fils a appelé le 911 pour leur raconter ce qui s'était passé et ils ont envoyé un agent vérifier. Quelques minutes plus tard, le policier nous a rappelé pour nous dire que tout allait bien au McDonald's. Mon fils l'avait vu aussi. On a tous les deux vu la voiture devant nous, les gens avaient l'air morts. C'était terrifiant, on aurait dit un de ces films apocalyptiques. Inutile de dire que je n'arrive pas à comprendre ce qu'on a vu ni pourquoi. J'en suis encore traumatisé. La route infinie. Il connaissait cette route par cœur. Chaque soir, après le travail, il empruntait la même départementale. Une longue ligne presque droite, bordée de champs et de quelques arbres tordus par le vent. 30 minutes, pas une de plus, il aurait pu la conduire les yeux fermés. Ce soir-là, pourtant, quelque chose clochait. Au début, rien d'anormal. La radio jouait doucement, les phares découpaient l'obscurité, et les rares voitures croisées semblaient pressées de disparaître dans la nuit. Il jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, 22h17. 10 minutes plus tard, il repassa devant un vieux panneau rouillé indiquant un virage à venir. Il le remarqua à peine. Mais 5 minutes après, il le revit. Le même panneau, exactement le même, il fronça les sourcils, peut-être qu'il y en avait 2 identiques sur la route. Ça arrive, il continua sans trop y penser. Pourtant, une sensation étrange commençait à s'installer, diffuse, comme un mauvais pressentiment. La radio grésilla soudainement, puis se coupa net. Le silence devint lourd, il accéléra légèrement, les phares éclairaient toujours la même bande d'asphalte, les mêmes arbres, les mêmes ombres. Puis encore une fois le panneau, son cœur fit un bond, ce n'était plus une coïncidence. Il regarda l'heure, 22h17, il resta figé quelques secondes, c'était impossible, il avait roulé au moins 20 minutes depuis la dernière fois qu'il avait vérifié, un frisson lui parcourut l'échine. Il tenta de ralentir, puis de s'arrêter mais une angoisse irrationnelle le poussa à continuer, comme si s'immobiliser était une mauvaise idée, comme si la route n'aimait pas qu'on s'arrête. Les kilomètres s'étiraient sans fin, aucun croisement, aucun village, juste cette route, encore et encore, et ce panneau, toujours ce panneau. Sa respiration devenait irrégulière, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas seulement autour de lui mais avec la réalité elle-même. Puis, sans prévenir, il cligna des yeux, un simple clignement, la radio se ralluma. Une voiture passa derrière lui en klaxonnant. La lumière d'un lampadaire inonda soudain l'habitacle. Il était garé devant chez lui, le moteur tournait encore, il regarda l'horloge, 22h48. 30 minutes, comme tous les soirs, il sortit de la voiture, les mains tremblantes, derrière lui, la route était calme, parfaitement normale. Mais pendant des jours, une question continua de le hanter. Et si, pendant ce trajet, il n'avait jamais vraiment avancé? Ou pire, et s'il était revenu sans s'en rendre compte? L'hôtel qui n'existe pas. Il était arrivé tard dans cette petite ville qu'il ne connaissait pas, après des heures de route sous une pluie fine qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter, et alors qu'il commençait sérieusement à envisager de dormir dans sa voiture, il aperçut enfin une enseigne lumineuse vacillante au bord de la route, un hôtel qui semblait presque sorti de nulle part,
avec une façade un peu vieillissante mais suffisamment accueillante pour lui donner envie de s'arrêter. En entrant, il fut immédiatement frappé par le calme étrange du lieu, comme si le bruit de la pluie avait disparu derrière lui. La réception était éclairée par une lumière chaude, un homme souriant se tenait derrière le comptoir, lui parlant d'une voix posée et normale, lui donnant une clé en métal lourd attachée à un porte-clés numéroté, comme dans les vieux établissements. Tout semblait parfaitement ordinaire, presque trop ordinaire, au point qu'il en oublia rapidement la fatigue et l'étrangeté de son arrivée, montant dans sa chambre où il trouva un lit propre, une odeur légère de bois ciré, et une fenêtre donnant sur une rue déserte qu'il ne reconnaissait pas vraiment. Puis il s'endormit profondément, sans rêve, comme si son esprit avait été brusquement coupé du monde. Le matin, en se réveillant, tout semblait encore normal, la lumière du jour traversait les rideaux, le silence était total, et après s'être préparé, il descendit pour rendre la clé, sauf que la réception était vide, complètement vide, sans aucune trace du réceptionniste, ce qui lui parut étrange mais pas inquiétant. Alors il posa la clé sur le comptoir et sortit, pensant simplement que quelqu'un était absent quelques minutes. Puis il monta dans sa voiture, roula quelques centaines de mètres avant de réaliser qu'il avait oublié un objet important dans la chambre, et il fit immédiatement demi-tour. En revenant exactement au même endroit où se trouvait l'hôtel quelques instants plus tôt, il freina brusquement, le cœur s'accélérant sans qu'il comprenne pourquoi. Car devant lui il n'y avait plus rien, absolument rien. Ni bâtiment, ni enseigne, ni parking, juste un terrain vide légèrement envahi par des herbes hautes comme si rien n'avait jamais été construit ici depuis des années. Il resta là plusieurs minutes, incapable de bouger, essayant de rationaliser ce qu'il voyait, se disant qu'il s'était trompé de rue malgré l'évidence, qu'il avait confondu l'endroit malgré les repères qu'il reconnaissait parfaitement. Puis il sortit de la voiture, marcha jusqu'au terrain, cherchant une trace, une fondation, un chemin, n'importe quoi qui pourrait prouver que l'hôtel avait été réel, mais il n'y avait rien, pas même une marque récente au sol, comme si le lieu avait toujours été vide. Plus tard, lorsqu'il demanda aux habitants du coin, décrivant précisément l'hôtel, l'enseigne, le réceptionniste, personne ne comprit de quoi il parlait, certains lui affirmant même qu'il n'y avait jamais eu d'hôtel à cet endroit, pas récemment, pas autrefois, jamais. Et c'est à ce moment-là que le doute s'installa vraiment dans son esprit. Un doute profond et dérangeant. Non pas sur ce qu'il avait vu, car tout lui semblait encore parfaitement réel dans ses souvenirs, mais sur ce qui avait pu se passer pendant cette nuit, et surtout sur cette question qui ne le quittera plus jamais. S'il avait réellement dormi dans cet hôtel, ou s'il avait passé la nuit dans quelque chose qui n'appartenait pas tout à fait à notre réalité. L'appel impossible. Il n'avait toujours pas vraiment accepté la nouvelle, même après 2 jours entiers passés à répéter les mêmes gestes mécaniques, répondre aux messages, organiser les détails, écouter les autres parler comme si tout cela était réel alors que dans sa tête quelque chose refusait de suivre, car son frère ne pouvait pas être mort, pas comme ça, pas si soudainement. Et pourtant tout le monde le disait, tout le monde l'avait vu, et lui-même avait été là, immobile, incapable de ressentir autre chose qu'un vide étrange, comme si son esprit s'était mis en pause pour se protéger. Ce soir-là, seul chez lui, assis dans le silence lourd de son salon à fixer son téléphone sans vraiment savoir pourquoi, il entendit soudain la sonnerie retentir, un son banal qui pourtant lui donna immédiatement une sensation étrange, presque électrique, comme si quelque chose n'allait pas. Et quand il regarda l'écran, son cœur s'arrêta littéralement pendant une seconde. Car le nom affiché était celui de son frère, exactement comme avant, avec la même photo, le même numéro, rien d'anormal sauf que c'était impossible, complètement impossible. Pendant quelques secondes il resta figé, incapable de bouger, partagé entre la peur et un espoir irrationnel qui montait malgré lui. Puis il décrocha, presque tremblant et à l'autre bout il entendit sa voix. Claire, normale, familière, comme si rien ne s'était passé, comme si ces 2 derniers jours n'avaient jamais existé. Ils commencèrent à parler, simplement, naturellement, son frère lui demandant comment il allait, parlant de choses banales, de sa journée, de projets, comme il l'avait toujours fait. Et lui répondait sans vraiment comprendre ce qui se passait, pris dans un mélange de confusion et de soulagement tellement fort qu'il en oublia presque l'absurdité de la situation. La conversation dura plusieurs minutes, longue, réelle, impossible à nier. Puis soudain la ligne coupa sans prévenir, un silence brutal remplaça la voix. Il resta là,
le téléphone collé à l'oreille, incapable de bouger, le cœur battant à toute vitesse, essayant de reprendre ses esprits, de trouver une explication logique, une erreur, une blague, n'importe quoi. Puis il regarda l'écran, l'appel était bien enregistré dans l'historique, avec la durée exacte, le numéro exact, tout correspondait parfaitement. Pris d'un besoin urgent de vérifier qu'il ne devenait pas fou, il rappela immédiatement, les mains tremblantes. Sauf que cette fois une voix inconnue répondit, lui disant que ce numéro n'était plus attribué depuis 2 jours, exactement depuis le moment où son frère était mort. Et c'est à cet instant précis que quelque chose se brisa en lui. Non pas seulement à cause de la peur, mais à cause de cette sensation insupportable que ce qu'il venait de vivre était réel, totalement réel. Et qu'il n'existait aucune explication capable de le ramener dans un monde logique. Laissant derrière lui une seule question, obsédante, impossible à ignorer, qui revenait encore et encore, surtout la nuit, quand tout devenait silencieux. Est-ce que cet appel venait vraiment du passé ou de quelque chose qui n'aurait jamais dû pouvoir appeler ?